Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer le colloque et nous allons tout d'abord ouvrir par les mots d'accueil des vice-présidents de l'Université de Rennes et de l'Université de Rennes 2 que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'ouvrir ce colloque. Et donc je débuterai par l'université haute qui nous accueille ici, Stéphane Laurence, vice-président de l'offre de formation, de l'orientation et de l'insertion de l'Université de Rennes 2. Bonjour. Alors c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Université Rennes 2 pour ce colloque Travail et transition écologique. Tout d'abord, je tiens à remercier mon collègue Eric Kitty, vice-président de l'Université de Rennes en charge de la transition écologique pour un développement durable. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont organisé ce colloque, évidemment toute l'équipe de l'ISTO et notamment sa directrice Stéphanie Lecam. Je remercie aussi Laurent Béziz, président de l'association AVEC. Je remercie aussi Madame Josepha Diringer, responsable scientifique de ce colloque Travail et transition écologique. Je remercie la DRETS et enfin toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ou qui viendront demain. L'ISTO est une composante de l'Université Rennes 2. Créé en 1981, il est l'un des 10 instituts du travail de France. Il a pour mission la formation et la recherche en sciences sociales du travail. Il propose des formations universitaires, généralement de 2 ou 3 jours, à des représentants et militants syndicaux, à des membres d'associations, à des conseillers prud'hommes, à des titulaires de mandats dans des organismes économiques et sociaux, et plus largement à tous les salariés qui s'intéressent au monde du travail, au droit du travail, au sens du travail. L'ISTO organise des journées d'études et des colloques, comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Une originalité de l'ISTO, et ce qui contribue à sa richesse et à son intérêt, est que ces formations sont coélaborées par des universitaires et des représentants et militants syndicaux. Le conseil de l'ISTO est d'ailleurs constitué de représentants des organisations syndicales fondatrices, à égalité ou à parité, avec des universitaires. Des organisations syndicales sont à l'initiative des thématiques de formation, des formations qui sont souvent pluridisciplinaires et permettent à des collègues en droit, en économie, en histoire, en psychologie, en sociologie, de venir échanger et construire ces formations en articulation avec des personnes insérées et impliquées dans le monde du travail. Ces formations permettent d'éprouver les connaissances des universitaires, leur permettre d'apprendre quelque chose autant qu'ils donnent quelque chose à autrui. Chacune de ces formations est suivie de retours, favorisant la réflexivité sur les formations réalisées et interrogeant leur intérêt et leur pertinence dans le cadre de la vie syndicale ou du travail. L'ISTO est donc un lieu de rencontre, d'échange, de réflexion, de construction des connaissances, d'innovation pédagogique à l'interface de l'université et du monde du travail. Alors, en préparant mon petit discours pour l'ouverture de ce colloque, j'ai découvert la multitude des thématiques abordées lors des précédents colloques ou journées d'études. L'IA et l'organisation du travail, les lois travail et leurs conséquences sur la représentation de l'entreprise, la hiérarchisation des normes, l'égalité homme-femme, etc. À nouveau, toutes ces thématiques témoignent de la participation de l'ISTO à la vie sociale et de son engagement. Un engagement qui, je crois, est un marqueur important et distinctif de l'ISTO, mais plus largement de notre université, que ce soit à travers les multiples associations étudiantes très présentes à Rennes 2, dans les travaux de recherche réalisés ou dans la multitude d'enseignements dispensés. Le colloque organisé aujourd'hui sur le travail et les transitions écologiques est original et novateur. L'an dernier, j'étais à un colloque dont le titre était « Travailler, pourquoi faire ?» Et étonnamment, dans ce colloque,
les transitions écologiques étaient quasiment pas abordées. Ce qui montre que celui-ci le prend sérieusement en compte. Ce thème est actuel et extrêmement important. Il est au cœur des évolutions du droit, des changements économiques, sociaux, culturels. Il entraîne évidemment des changements dans la perception et les représentations du travail, de son intérêt, de ses objectifs, et même de ce qu'est le travail et de son sens. Cette transition est un défi. Elle crée de vives tensions, exacerbe souvent des intérêts divergents et laisse parfois certains imaginer des solutions pour eux-mêmes, indépendamment ou même au détriment des autres. Pourtant, si l'on écarte ces illusions individualistes, la transition ne peut réussir qu'en se réalisant dans une forme de justice sociale, une juste transition. Ces défis nous impliquent tous. Ces défis ont ce site particulier qu'ils pourraient avoir la vertu de nous conduire collectivement à une prise de conscience de ce destin commun, un destin ou un sort commun, pour reprendre un concept classique de la psychologie sociale, pour dire qu'on est tous dans le même bateau ou qu'on partage le même destin. Un destin commun, donc, non seulement au sein d'une même société, quel que soit son statut ou ses ressources, mais aussi au niveau de l'humanité, et peut-être même au niveau du monde du vivant. Pour terminer, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque, toutes les personnes qui vont y participer. Merci. Je laisse la parole à Eric Kitty, qui est vice-président de l'Université de Rennes et en charge de la transition écologique pour un développement soutenable. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce colloque Justice et Transition. Quoi de plus naturel de vouloir construire un monde plus juste ? Lors de l'inauguration du Master Droit de l'environnement, le défenseur des droits auprès des enfants avait fait une proposition de construire un projet de société mettant l'enfant au centre. On attend avec impatience le prochain rapport consacré aux droits des enfants à un environnement sain. Certains diront que nous sommes dans une époque charnière, une époque flippante quand même. Entre la menace nucléaire qu'on avait presque oubliée, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, entre la pérennité de notre planète avec 6 limites sur 9 qui sont dépassées aujourd'hui. Pourtant, Stockholm, c'était 72, le GIEC, 88, la première COP, 95, le fameux discours « Notre maison brûle et on regarde ailleurs », c'était 2002. Voilà, donc ça remonte un petit peu quand même tout ça. Certains d'entre vous étaient même pas nés. On sentait bien qu'il se passait quelque chose. Voilà. Alors, on a trié nos déchets en disant qu'on va moins polluer. Voilà. Moi-même, pour être honnête, j'ai pris mes premières grosses claques il y a 3 ans. Voilà, pour vous dire le décalage. Et pourtant, à ce moment-là, je trouvais que notre université était déjà bien engagée. J'étais un petit peu loin du compte. Alors, je plaide coupable. Ma première approche a beaucoup été tournée vers le plafond du donut. Chercher comment réduire nos impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur l'emprise au sol, la sobriété énergétique dernièrement. Et encore, heureusement que les prix ont flambé, ça nous a obligés un peu à bouger. Bref, tendre vers un monde plus sûr. Et en première intention, je n'avais pas tendu mon regard et mon attention vers le plancher social, vers un monde plus juste. Et le changement ne pourra pas se faire si on n'entraîne pas tout le monde en prenant soin de chacun. Alors merci aux organisateurs d'avoir proposé ce colloque consacré aux transformations des modes de régulation sociale résultant de la transition écologique. Ce chantier est immense et il nous reste peu de temps pour infléchir la trajectoire actuelle. Pourtant, comme je le disais, on a quand même eu 50 ans pour travailler tout ça. Mais bon, maintenant, on s'y met tous. Voilà.
Bon, petit détail près, on a un climato-sceptique qui revient à la tête d'un grand pays. Voilà. Bon, en France, on est bon, hein. Le dernier sondage de 2022, il y a un tiers de Français qui sont climato-sceptiques quand même. Donc il y a encore un petit peu de boulot pour y arriver. Et à l'université, il se passe quoi? Donc à l'université, on essaie d'accélérer aussi. On a mis beaucoup de moyens pour rénover nos bâtiments, faciliter les mobilités douces, accompagner les laboratoires de recherche dans leur bilan carbone et puis le plan d'action qui en découle. Moi, en vous quittant, là, je vais rejoindre un laboratoire qui fait une restitution de son premier plan d'action avec l'INSERM. Donc, on travaille. Il y a un groupe de travail également sur les formations qui cherche à regarder comment on peut intégrer dans toutes les formations les enjeux des transitions. Et puis, on a des collègues investis qui créent de nouveaux parcours, hein, comme le parcours droit de l'environnement. Donc, il se passe des choses. Mais là encore, il faut réussir à embarquer l'ensemble de la communauté. Et pour cela, à l'Université de Rennes, depuis 6 mois, on est embarqué dans une convention de l'université en transition qui a un parcours de transformation qui est destiné à la gouvernance, aux directions de recherche, de formation, de services, à des représentants des acteurs de l'université, étudiants, personnels et des parties prenantes externes, et dont l'objectif est de construire ensemble l'université Rennes 2030 au service d'un enjeu commun d'habitabilité, c'est un minimum, d'un monde juste, sûr, durable et désirable. Alors, désirable dans le sens qu'on choisit, voilà, si on ne veut pas le subir. Ce parcours, il s'inspire de la Convention citoyenne et des conventions des entreprises pour le climat qui se déroulent également sur notre territoire actuellement. Et on outille chaque composante et chaque service pour engager les discussions et les échanges à leur niveau. L'objectif est que toute la matière qui sera produite pendant cette convention sera également bonifiée par l'ensemble de la communauté pour venir alimenter le projet de l'établissement. J'espère que les échanges qui auront lieu aujourd'hui et demain pendant ce colloque viendront nourrir cette réflexion. Alors merci d'avoir organisé ce colloque à nouveau. Merci à tous les partenaires, le réseau AVEC, l'ADREC, ISTO, de leur soutien et de leur présence aujourd'hui. Et vous êtes sûrement au courant qu'organiser 2 jours comme ça, c'est un boulot de dingue. Voilà. Donc je vous propose de les applaudir, tout simplement. J'ai plus qu'à vous souhaiter des échanges riches et inspirants. Bon colloque et merci. Enseignante chercheuse, mais et néanmoins donc directrice de l'ISTO, enfin directrice de l'ISTO. Merci, chère Josépha. Messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, membres du laboratoire IOD, de la DRETS, du réseau AVEC, des organisations syndicales, c'est avec une grande joie que j'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque dédié à un sujet aussi important que complexe. Et je tenais à remercier chaleureusement les organisateurs et organisatrices de cet événement, ainsi que l'ensemble des intervenants pour leur contribution à ces réflexions d'une importance, on l'a vu, capitale. Je souhaite remercier très sincèrement mon amie et collègue Josépha Dieringer, directrice scientifique de ce colloque, pour sa confiance et pour sa vision, son rôle déterminant dans la conception et l'orientation des thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Et je crois qu'elle mérite toute notre reconnaissance. Merci, monsieur le vice-président, d'avoir rappelé les missions essentielles de l'Institut du Travail. C'est un lieu privilégié de formation où des ponts sont créés entre le monde académique et le monde militant. Et je suis très heureuse d'en être aujourd'hui la co-directrice aux côtés de Noélie Delahaye, mais aussi profondément reconnaissante envers celles et ceux qui ont construit cet héritage avant moi. Et à ce titre, j'aimerais que nous ayons une pensée pour Pascale Turquet, ancienne directrice de l'ISTO, qui nous a quittés récemment. Pascale était une personne remarquable et visionnaire. Elle a aussi été un mentor pour beaucoup ici. C'est elle qui nous a transmis l'importance de porter avec conviction les missions de l'Institut. Son empreinte demeure vive dans nos travaux, dans nos engagements et dans les valeurs qui continuent de guider nos actions au quotidien. Je ne pourrais continuer sans adresser un remerciement à mon équipe, qui a travaillé aux côtés de l'équipe de Josépha avec détermination et efficacité pour rendre possible cet événement.
Pensée émue à Lorraine Léguillon, à Catel Richard et Gwenola Billon. Dans le prolongement de son héritage, l'ISTO s'investit pleinement sur le sujet de la transition écologique. En tant qu'objet de recherche, en dispensant de nombreuses formations sur ce sujet, et de créer des espaces de réflexion collective pour les militants et militantes des organisations syndicales qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Institut. Alors, parmi toutes les voies possibles de réflexion que le sujet ouvre, il y en a une en particulier que l'Institut du Travail a choisi d'explorer davantage, depuis 2 ans d'ailleurs. C'est l'enjeu et l'impact de l'intelligence artificielle, et notamment sur les métiers de la création, qui sont lourdement impactés par l'usage des IAG. Car l'usage intensif des services d'IAG pose de sérieuses questions en matière écologique. Un prompt sur Midjourney, sur ChatGPT, sur Stable Diffusion, c'est anodin, mais en réalité, ça représente plusieurs litres d'eau et des heures incommensurables de visionnage sur YouTube. Donc, c'est aussi une consommation énergétique qui est exponentielle et qui doit nous interpeller de la même manière que la précarisation qu'elle va entraîner pour celles et ceux qui sont à l'origine de la création doit retenir notre attention. Et dans ce contexte, je voulais conclure en exprimant mon indignation face à la décision de Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, de réduire de 73% les financements aux organisations œuvrant dans le secteur de la culture. Cette coupe budgétaire est totalement irresponsable. Elle va priver de nombreuses structures des moyens nécessaires pour continuer leur activité. Comment espérer une transition écologique et sociale si les acteurs essentiels disparaissent faute de soutien? Ces choix politiques mettent en péril le bien commun et risquent de creuser encore davantage le fossé entre les impératifs environnementaux et les moyens pour les atteindre. Alors, malgré ces difficultés, notre responsabilité est de continuer à penser, à proposer et à agir. Les travaux que nous amorçons aujourd'hui contribuent à poser les bases d'un modèle de société plus juste, plus soutenable. Ensemble, nous avons les ressources pour relever ces défis. J'espère, en tout cas, qu'on aura aujourd'hui l'occasion d'un colloque riche et stimulant, j'en suis certaine en réalité. Merci vivement de votre attention. Laurent, je te cède la parole. Merci. Merci Josépha. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je représente ici le réseau AVEC, qui est un réseau d'avocats, à peu près 80-90 avocats sur le territoire national, qui travaillent régulièrement avec les différentes organisations de la CFDT. Pour nous, l'implication dans ce réseau était une occasion de travailler, de réfléchir à l'implication des avocats en général, et plus particulièrement des avocats de salariés, de syndicats et de CSE, dans la prise en compte des enjeux du changement climatique et des enjeux environnementaux en général. C'est une matière qui est encore peu utilisée, c'est un champ qui est peu exploité, et c'est la raison pour laquelle on a voulu s'investir dans ces travaux pour réfléchir à la manière dont les praticiens du quotidien, si je puis dire, que nous sommes, vont prendre en compte, vont utiliser ces enjeux dans leur activité. Alors, dans leur activité, par exemple, contentieuse, au quotidien, c'est d'intégrer cette question dans la défense de la santé au travail. C'est, par exemple, de faire émerger cette notion de santé environnementale et pourquoi pas d'essayer de dégager une responsabilité de l'employeur dans la sauvegarde de la santé environnementale des salariés. Au contentieux, toujours, c'est l'occasion pour nous, praticiens, d'œuvrer pour la prise en compte juste, équilibrée, des intérêts et du préjudice subi par les salariés. On verra dans la journée de demain que cette question est au cœur des affaires importantes de catastrophes industrielles récentes. Et nos confrères qui interviendront ici à la tribune vous présenteront toutes les difficultés qu'ils ont à faire prendre en compte les intérêts des salariés, la réparation du préjudice et la recherche des causes profondes des catastrophes en question. Les praticiens que nous sommes sont aussi impliqués, bien sûr, dans
le conseil au CSE, aux organisations syndicales. Et là aussi, il y a tout un champ de réflexion et de travail pour nous, avocats de salariés, de syndicats et de CSE, pour aider les CSE déjà à prendre en compte cette dimension. Je vous renvoie à la lecture de l'excellent rapport qui a été établi par l'association Réalité du dialogue social, qui dresse un bilan à 3 ans de la loi de 2021 climat et résilience, et qui dresse un bilan glaçant sur l'absence de prise en compte, l'absence d'utilisation, si je puis dire, des outils qui ont été créés par cette loi, dont les outils assez modestes déjà, mais qui en plus sont très peu utilisés dans les entreprises. La BDES, la prise en compte des conséquences environnementales des projets de l'employeur soumis à la consultation du CSE sont des outils qui sont très peu utilisés, peu connus, et qui produisent malheureusement pour l'instant encore bien peu d'effets. Il faut dire qu'on n'est pas aidé, par exemple, par la jurisprudence, une jurisprudence qui se montre réticente à utiliser elle-même ces concepts. Dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré, par exemple, que la DRETS, l'administration du travail, dans le cadre de son contrôle sur la régularité de la procédure de PSE, n'est pas compétente pour examiner si l'employeur a présenté aux élus les conséquences environnementales de son projet. Donc il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail pour convaincre les juges, notamment, d'une prise en compte de ces enjeux. Enfin, comme praticiens, nous accompagnons au quotidien les collectifs syndicaux dans les négociations collectives. Et là aussi, on peut identifier des enjeux extrêmement importants à prendre en compte les impératifs environnementaux pour construire un modèle plus juste sur le plan social, sur le plan économique, par exemple par la négociation d'accords de GPEC, qu'on appelle aussi depuis récemment, enfin depuis quelques années maintenant, GEPP, c'est-à-dire des outils qui vont permettre d'anticiper les transitions, les carrières, les formations des salariés. C'est un enjeu évidemment essentiel dans de nombreux secteurs industriels essentiellement, mais pas que. On pense notamment à l'automobile. Le temps de travail et les conditions de travail sont des objets de négociation collective extrêmement importants au quotidien dans les entreprises, et ça pourrait être l'occasion de réfléchir aux questions de mobilité, de télétravail, de réduction de la pollution notamment. La négociation sur la qualité de vie au travail, qu'on appelle QVT dans notre petit jargon, ou l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, peuvent être aussi des moyens de travailler sur ces questions. Et enfin, par exemple, les négociations sur les salaires, sur les rémunérations d'une manière générale, ou l'épargne salariale, là aussi, sont probablement des vecteurs intéressants de prise en compte des enjeux environnementaux. On peut par exemple réfléchir à la prise en compte de critères sur la durabilité, sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment dans les dispositifs d'intéressement ou d'épargne salariale en général. Voilà quelques éléments qui devraient normalement nourrir la réflexion pour permettre aux avocats que nous sommes de travailler plus efficacement auprès des équipes syndicales. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon colloque et vous remercier encore pour votre présence. Merci. Chers étudiants, chers avocats, chers collègues, mesdames, messieurs, en tant que responsable du colloque Juste Transition, je suis ravie de vous accueillir et de vous réunir aujourd'hui pour discuter et, j'en suis sûre, débattre. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup, car certes, je suis la responsable scientifique, mais ce colloque, ces 2 jours de colloque n'auraient pas eu lieu sans le soutien des partenaires
dont certains ont été cités, le réseau AVEC, la DRETS Bretagne, l'ISTO, mais aussi l'équipe de la CFDT Bretagne et notamment du service juridique de la Confédération, avec un merci spécial à Émilie Durlac. Et merci aussi au personnel administratif, à la fois de l'ISTO. Stéphanie vient de remercier Lorraine, Catel et Gwenola pour l'organisation et notamment l'accueil au sein de l'université de Rennes 2. Et merci d'ailleurs à l'université de Rennes 2 de nous accueillir. Et puis merci aussi à Elisabeth Huard du laboratoire IOD et aussi à un moment donné Catherine Kemener, mais en tout cas c'est grâce à elle que l'on a pu organiser, faire venir les intervenants, payer les hôtels, etc. Enfin, organiser le repas de ce midi. Enfin, toutes plein de petites choses qui font que le colloque est aussi une réussite et un moment convivial. Et merci aussi aux étudiants du master droit social et du master 2 en particulier droit du travail et de la protection sociale qui ont accepté de nous aider ce matin et aussi demain matin pour l'accueil des intervenants. En guise d'introduction de nos travaux, je souhaiterais revenir quelques instants sur le thème du colloque et dire aussi quelques mots sur le programme qui va guider nos travaux pendant ces deux journées. Consacrés donc au travail et à la transition écologique. Accoler ces deux termes, travail et transition écologique, et les apposer dans ce sens précis, c'est vouloir interroger le monde du travail face aux enjeux de la transition écologique. Confronté à la question environnementale, la question est celle de comment se transforme le monde du travail, comment pense-t-on la question sociale. Pour paraphraser Robert Castel, assiste-t-on à une métamorphose de la question sociale du fait de la transition écologique? À dire vrai, la question sociale et la question environnementale n'ont jamais été disjointes, tant il est vrai qu'il existe entre l'homme et la nature un rapport métabolique, rapport qui s'établit précisément au travers du travail. Mais sans doute dans les sociétés capitalistes, ces sociétés ont-elles contribué à créer une rupture justement métabolique entre l'homme et la nature au gré de médiation, conduisant à dissocier la question du travail et la question écologique, sinon pour les opposer, du moins pour les rendre indifférentes l'une à l'autre. Et le droit a certainement contribué à créer cette rupture, à opérer une clôture que l'on pense de sorte que l'on pense séparément la question du travail et la question de l'environnement. Alors certes, on trouvera ici ou là, dans l'histoire du droit du travail, peut-être dans l'histoire du droit de l'environnement, dans les écrits des juristes, des traces, des réminiscences qui laissent penser que le lien entre les deux n'a jamais été complètement rompu, entre le travail et l'environnement, et entre le droit du travail et le droit de l'environnement. Mais pour l'essentiel, force est de constater que les acteurs, les normes, les concepts, la manière de penser les problèmes sont encore différents. Et nous sommes ici pour réfléchir à la manière, sinon de renouer ces liens, du moins de les rendre plus forts et plus systématiques. Cela suppose que nous réfléchissions aux normes sociales, aux cadres juridiques utiles pour y parvenir. Réfléchir à la fabrique de ces normes sociales, c'est réfléchir aux espaces pertinents dans lesquels les normes s'élaborent, les décisions se prennent et surtout les choix politiques se font. Et tel est le programme de notre journée aujourd'hui. Réfléchir, voire commencer à répondre à la question du comment et du où la démocratie sociale et environnementale prend place. Comment et où agir pour répondre aux enjeux de la transition écologique et de l'urgence climatique, mais sans rien perdre de la centralité du travail. Ainsi, il ne s'agit nullement de vouloir opposer la démocratie sociale à la démocratie environnementale, ni la justice sociale à la justice environnementale, mais affirmer la légitimité du monde du travail à se saisir de la question environnementale,
c'est bien au contraire défendre l'idée d'une justice socio-environnementale. Autrement dit, défendre l'idée selon laquelle la question écologique ne trouvera pas de juste réponse sans la participation du monde du travail. Et notamment, pour ceux et celles qui connaissent mes travaux, par la reconnaissance en matière environnementale du droit de participation des travailleurs consacré à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946. Mais dessiner les voies de la démocratie sociale et environnementale ne signifie pas qu'il y ait un chemin tout tracé. Et ce serait même nier, sans doute, l'idéal démocratique. Certes, le risque écologique est un risque social qui devient, comme tu l'as rappelé, de plus en plus urgent et qui appelle des réponses, mais les réponses politiques sont plurielles et méritent d'être débattues. Et ce sera l'objet, sans doute, davantage de la journée de demain que de débattre de la transformation des modes de production, de débattre de la manière de réagir aux catastrophes industrielles, de repenser les protections sociales de demain. Et voilà une manière pour les intervenants de ce colloque, que je remercie également très chaleureusement, de contribuer au débat public. Je vous remercie et laisse à présent la parole aux intervenants et intervenantes de la première table ronde et remercie Stéphanie Lecam, Fabien Guimbretière, secrétaire national de la CFDT, Sébastien Ménesplier, secrétaire confédéral de la CGT, et Béatrice Clic, secrétaire confédérale de la CGT-FO, de bien vouloir rejoindre la tribune afin que nous puissions débuter nos travaux, et je vous remercie encore.